Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, Territoire d'info. C'est une heure de direct et on retrouvera comme chaque jour notre invité politique à 8h. Aujourd'hui, c'est Nicolas Bay, le secrétaire général du Front National et député européen, qui sera débriefé par Yves Tréhard et Denis Jambard. Dans un instant, le JT des Territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zappélisé, c'est le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, le JT des Territoires dans un instant. On a appris hier matin le décès d'Henri Emmanuelli, député et président du conseil départemental des Landes depuis 1982. Un homme fort du Parti socialiste, 2 fois secrétaire d'État, qui avait également présidé l'Assemblée nationale et brièvement été premier secrétaire du parti. Le politologue Jean Pétot revient sur le parcours de cette figure du PS. Philippe Madrelle, ancien président de la Gironde et sénateur socialiste aujourd'hui, a également rendu hommage à ce compagnon de route. On les écoute au micro de TV7 en Gironde. C'était, à titre personnel, un personnage tout à fait particulier. C'était quelqu'un qui était issu d'un milieu extrêmement pauvre, orphelin de son papa à l'âge de 7-8 ans, dans le village des Aubonnes. C'est pas du tout quelqu'un qui est né, comme on dit, avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et c'est un modèle, on va dire, de la méritocratie républicaine. Vous imaginez, il fait Sciences Po dans à la fin des années 60. Il rentre à la banque Rothschild, ça c'est un point commun avec Emmanuel Macron, d'ailleurs il s'en était amusé. Puis politiquement, c'était quelqu'un qui se situait plutôt sur l'aile gauche du Parti socialiste, et donc qui se situe là plutôt sur la ligne d'un Benoît Hamon. Et c'était un homme de devoir aussi, parce qu'il a été mis en cause dans l'affaire Urbain. C'était un dossier de financement du Parti socialiste, à l'époque où il n'y avait pas de loi d'ailleurs sur le financement des partis politiques. Il était en situation de responsabilité au Parti socialiste, et pour dire les choses simplement, il a pris pour tous les autres, quoi. Et ça lui a coûté, cette condamnation. Il n'y avait aucun enrichissement personnel, ça a bien été noté par les juges. Ça lui a coûté vraisemblablement la présidence du conseil régional d'Aquitaine. Les déviances de certains, il les admettait pas, quoi. Ça c'est certain. Et quand on discutait, il savait se mettre en colère, parfois même pour la forme, il se mettait en colère. Mais au fond, c'était un cœur, quoi. Il avait un cœur extrêmement généreux. Moi, c'est ce que j'ai retenu de lui. C'était un guerrier. Moi, je me suis régalé, j'allais dire, dans les campagnes électorales avec lui. Et dans l'actualité, c'est également le ralliement de Bernard Poignant, un proche conseiller de François Hollande à Emmanuel Macron. Ce Breton, ancien maire de Quimper, précise son ralliement au candidat d'En Marche au micro de Julie Sicot pour Télé-Bretagne Ouest. Pourquoi Emmanuel Macron? D'abord, j'ai une adhésion plus forte à ses orientations qu'à celle de Benoît Hamon. Qu'il s'agisse du rapport au travail, quand on perçoit un revenu, je considère qu'il faut avoir un lien avec le travail ou l'utilité sociale. C'est une question de philosophie. Et il plaide le revenu universel qui n'a jamais été discuté au sein du Parti socialiste. Ensuite, l'engagement européen d'Emmanuel Macron est constant et solide. Ce n'est pas le cas du candidat issu des primaires qui a eu un engagement européen très hésitant dans sa carrière. Ensuite, je pense que Emmanuel Macron, il porte attention à l'état des finances publiques et de la dette de la France. Et j'ai vu chez l'autre candidat qu'il y avait une sorte d'indifférence à la question des finances publiques et à la dette. Et je trouve que c'est irresponsable. Et je crois que de ce point de vue-là, la logique d'Emmanuel Macron me convient. On part maintenant dans les Alpes-Maritimes dans ce journal avec la reprise des cours au lycée Tocqueville de Grasse après la fusillade de jeudi dernier dont l'auteur était, vous le savez, l'un des élèves. L'ambiance reste pesante, une cellule psy est maintenue et la vigilance policière reste accrue. On fait le point sur place avec Caroline Fayol pour Azur TV. Ambiance encore très pesante ce matin aux abords du lycée de Tocqueville. Si les cours ont repris normalement depuis 8 heures, les élèves, eux, sont toujours sur le coup de l'émotion. En montant l'allée, forcément j'ai eu un peu le cœur qui bat. La boule au ventre. Enfin, après ça fait plaisir de revoir tout le monde. Même si ce week-end on a pu voir tout le monde et parler, etc. De revenir au lycée avec ceux avec qui on était.
quand ça s'est passé, ça fait du bien. On était stressés, on a toujours un peu peur, on guette tout le monde. Il y a donc qui se regardent, mais après on essaye de passer au-dessus, parce que si on ne vient pas aujourd'hui, on ne reviendra jamais. Si certains lycéens ont assisté au cours, d'autres n'ont pas eu la force de rester à l'intérieur de l'établissement. Dans le cours, on a fait 5 minutes en fait, on ne peut pas tenir parce qu'on a peur que d'un coup il y ait quelqu'un qui crie, que ça recommence et on ne peut pas se concentrer, quoi. On pense qu'à ça et puis on va rester un peu avec tout le monde parce que voilà, on en parle, ça nous fait du bien avec les gens du lycée. Mais on ne rentrera pas en cours. Pour l'instant, c'est encore trop pesant pour rentrer. Une reprise aussi très difficile pour l'ensemble de l'équipe pédagogique. Les premières minutes de cours ont permis aux lycéens d'échanger avec leurs professeurs. Avec la deuxième classe, l'ambiance était beaucoup plus lourde, avec des élèves fragiles qui avaient besoin de parler. Certains sont sortis. Et sans ça, on a essayé d'avancer, essayer d'oublier, essayer de reprendre le rythme normal des cours pour... C'est aussi une thérapie de rentrer dans la routine et le train-train quotidien. Au départ, ce matin, il y avait essentiellement des élèves en classe qui souhaitaient parler en groupe et en classe et non pas de manière individuelle. Et il s'avère que dans l'après-événement, il est possible qu'il y ait effectivement la nécessité d'accompagner, ce que nous ferons le temps qu'il faudra, en interne et en externe aussi. Depuis vendredi, une cellule psychologique est mise à disposition des élèves. Celle-ci restera là le temps nécessaire pour accompagner les jeunes traumatisés. Alors justement, pour que ça ne devienne pas un traumatisme, on les écoute et on essaye de faire verbaliser les mots sur les émotions. Par exemple ? Par exemple, j'ai eu peur de mourir, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai couru dans tous les sens, voilà. On fait verbaliser, associer les mots et les émotions. En plus de cette cellule psychologique, des fouilles à l'entrée du lycée sont réalisées. Une patrouille de police restera aussi présente le temps qu'il faudra avant un retour à la normale. On part maintenant dans les Vosges pour la visite d'une entreprise qui mise sur l'apprentissage en compagnie de Clotilde Walter, la secrétaire d'État en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage justement. C'est le papetier Munchgo à Arches qui a misé sur l'alternance pour renouveler ses effectifs. En France, avec ses antennes départementales, l'entreprise est devenue un acteur de l'insertion et de l'emploi. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. Le velin d'Arches, un savoir-faire vosgien ancestral, est désormais un des produits phares de l'usine Munche près d'Épinal, qui appartient au leader mondial suédois des papiers d'art et technique. L'entreprise vosgienne recevait ce mardi la visite de la secrétaire d'État en charge de l'apprentissage, car tous les ans, l'usine forme une vingtaine de jeunes apprentis et la direction mise sur l'alternance pour renouveler ses effectifs. Ainsi, Guillaume, après un bac S obtenu sans enthousiasme, s'est réorienté vers un bac pro et alterne un mois au CFA papetier de Gérardmer et un mois à l'usine. C'est du concret et donc tout ce qu'on va voir à l'école, c'est des choses qu'on va voir réellement en entreprise. Après, au fur et à mesure du temps, on nous laisse des responsabilités et puis on nous laisse aussi une perspective d'embauche intéressante, notamment à Munchgo, parce qu'on nous le dit clairement, 20% de l'effectif qui partent en retraite d'ici 7 ans, c'est pas rien. Donc on sait déjà qu'on a une place si on se débrouille bien. Guillaume a trouvé son bonheur dans l'industrie grâce à l'apprentissage qui forme à de nombreux métiers du CAP au niveau ingénieur, dans le privé et désormais dans la fonction publique, mais qui souffre toujours d'une mauvaise image. On considère que ce n'est pas une voie d'excellence, on considère que c'est une voie de relégation qu'on choisit une fois qu'on ne fait pas autre chose. Et justement, c'est pour cela qu'il est important que tous les acteurs travaillent ensemble, c'est-à-dire l'État, la région qui ont la compétence dans les territoires, les entreprises, mais aussi l'éducation nationale, l'ensemble des dispositifs de formation. Fédérer les partenaires, c'est un des objectifs de la Fondation Agir contre l'exclusion, FACE, et de son antenne vosgienne. Cette dernière était ce mardi à l'initiative de la venue de la secrétaire d'État. FACE multiplie les actions en faveur de l'emploi. Exemple ces vidéos des CV inversés où les entreprises comme Munche font la promo de leur métier. Et bientôt, FACE Vosges va développer un outil numérique européen, YouTalent, un logiciel à destination des entreprises qui veulent embaucher des apprentis. Souvent, il y a l'appréhension ou la méconnaissance du chef d'entreprise qui dit c'est pas pour moi ou c'est trop compliqué. L'idée, c'est de leur permettre par une vingtaine de questions sur ordinateur
de s'interroger sur leurs pratiques, sur leur capacité à accueillir des apprentis. Ça leur simplifie le raisonnement, ça leur accélère le raisonnement. Le réseau Face Vosges compte à ce jour 120 entreprises et œuvre à la mise en place d'un plan territorial pour l'apprentissage. À noter que depuis le 1er janvier, la région Grand Est expérimente l'entrée en apprentissage jusqu'à 30 ans au lieu de 25. Et maintenant, bien gérer son départ à la retraite, une question qui touche de près les agriculteurs. C'est le thème d'un colloque organisé par la Chambre d'agriculture en Gironde hier à Béchac et Caillot. Près de 3000 agriculteurs girondins vont partir à la retraite dans les années à venir et transmettre son exploitation est devenu un véritable casse-tête. De moins en moins d'enfants sont candidats à la reprise de la ferme familiale. Il faut donc aller chercher ailleurs. Franck Poirot pour TV7 en Gironde. À bientôt 61 ans et après 25 ans d'activité comme maraîcher aux Églisottes à côté de Coutras, Jean-Jacques Mouche aimerait partir à la retraite. Il est à la tête d'une exploitation de 3 hectares. Il vend l'ensemble de sa production sur 3 marchés et directement à des particuliers. Sa société maraîchère est en bonne santé économique, mais il ne trouve pas pour le moment de repreneur. Alors c'est vrai qu'il faut travailler beaucoup. Est-ce que les jeunes y sont prêts? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que c'est viable, quoi. C'est une profession qui tient la route. Hein. En plus, je pense qu'en ce moment, on a l'embellie avec plein de gens qui reviennent aux légumes en direct et c'est exactement ce que nous faisons. Je veux encore y croire et je suis certain qu'il y a des jeunes qui en veulent comme on en voulait à 30 ans quand on a acheté, quoi. Dans les prochaines années, 3000 agriculteurs, dont 3/4 de viticulteurs, vont partir à la retraite en Gironde. La transmission familiale qui était la norme dans le passé est de plus en plus rare. Aujourd'hui, seulement 1/3 des exploitations agricoles sont reprises par un des enfants de l'exploitant. L'outil de travail doit donc être revendu à une personne extérieure. C'est le cas pour Jean-Jacques Mouche. Il cherche donc un repreneur. Il souhaite vendre son exploitation, comprenant les terres, les bâtiments professionnels, la maison d'habitation et le matériel agricole pour un prix de 400 000 €. Pour la Chambre d'agriculture de Gironde, cet investissement conséquent est l'un des principaux freins à la reprise d'une exploitation agricole. Le foncier coûte cher, la vigne coûte cher, les bâtiments, le matériel, tout cela coûte. Donc ça demande un investissement qui n'est pas négligeable. Et donc ça fait partie des freins à l'installation en agriculture. Il existe pourtant aujourd'hui des dispositifs, des mécanismes pour aider un candidat à une reprise d'exploitation à s'installer tout en sécurisant le vendeur. La Chambre d'agriculture estime qu'en moyenne, il faut 5 ans pour bien transmettre et vendre dans de bonnes conditions son outil de travail. L'autre solution consiste à vendre ses terres à un autre agriculteur déjà installé. Cela devrait être le cas ou la porte de sortie choisie par plus de 1/3 des exploitants qui partiront à la retraite ces prochaines années. Depuis l'espace, Thomas Pesquet a donné une conférence dans 10 000 salles de classe simultanément. 60 écoliers de la commune de la Gaude faisaient partie des chanceux. Ils ont appris comment se passait la vie à 400 km de la Terre. Reportage de Lucie Camin pour Azur TV. Merci énormément d'être avec nous. Plus de 10 000 classes sont connectées et vous regardent en ce moment. Bonjour à tous. Allô Thomas Pesquet, ici les écoliers. Cet après-midi, les petits Gaudois sont connectés en direct avec l'espace. Par l'intermédiaire d'autres élèves, ils posent leurs questions aux plus célèbres des astronautes français. Comment se comporte l'eau dans l'espace ? L'eau dans l'espace, c'est une bonne question. L'eau dans l'espace flotte, évidemment, comme tout. Je pense que le plus simple, c'est peut-être que je vous fasse une petite démonstration, que je vais vous montrer comment ça marche, l'eau dans l'espace. Yes. Je vais mettre un papier. L'eau, un thème majeur de cette conférence. Thomas Pesquet, ambassadeur de l'UNICEF et défenseur de cette ressource pour tous les enfants dans le monde. D'autres questions ont aussi été posées par les élèves. Comment dormir, se laver ou encore quelles sont ses missions dans l'espace ? Des questions un peu fondamentales, d'où vient la vie, comment l'eau elle est arrivée sur Terre par exemple, pourquoi elle a disparu de Mars, est-ce que ça peut nous arriver à nous? L'astronaute flotte dans l'espace depuis 4 mois. Il est en orbite à 400 km de la Terre à bord de la Station spatiale internationale. Très actif sur les réseaux sociaux, cet ingénieur fait quotidiennement partager ses aventures. Son objectif, stimuler l'intérêt des jeunes pour la science. Pari réussi auprès des écoliers de la Gaude. Les enfants, est-ce que ça vous a fait rêver? Oui! J'aimerais bien devenir astronaute aussi. Pourquoi? J'aimerais bien ressentir l'envie de voler, ça serait bien. On peut voir ce qui se passe, ça peut nous donner envie d'y aller dans l'espace. Surtout la pesanteur, voler, vu qu'on ne voit pas ça tous les jours. Thomas Pesquet devrait rester dans l'espace jusqu'au mois de juin. De quoi donner le temps aux plus curieux de suivre encore les aventures de l'astronaute.
Ce week-end, c'était la 10e édition de Glisse en Cœur, une manifestation organisée par Loïc Hervé, le sénateur de Haute-Savoie au Grand Bornand. 24 heures de ski et de concerts non-stop pour aider l'association ELA contre la mucoviscidose. Cette année, le nageur Alain Bernard était parrain de l'événement. Un reportage de TV8 Mont-Blanc. 10 ans que ça dure. Le temps d'un week-end, la montagne se fait solidaire au Grand Bornand. Une générosité ski au pied qui fait recette chaque année. Pour cette 10e édition, les skieurs étaient mobilisés pour l'association de lutte contre les leucodystrophies ELA. Glisse en Cœur, c'est aussi un événement qui remplit à lui-même les 3 missions d'ELA. C'est une mission qui est de sortir la maladie de l'anonymat, sensibiliser le public. Et là, donc, avec la communication qu'il y a avant l'événement, pendant et après l'événement, ça remplit une des missions. Notre mission, effectivement, c'est de financer la recherche. Pour cela, il faut des fonds. Donc, il y a la collecte de fonds, parce qu'on espère faire au moins 320 000 €. Et puis, une autre de nos missions, c'est l'accompagnement des familles. Malgré une pluie battante, les skieurs auront parcouru plus de 35 000 km sur 24 heures. Un quasi-tour du monde réalisé avec le sourire. On a commencé pour la bonne action pour Victor il y a 3 ans pour l'association Laurette Fugain, dont était atteint de leucémie Victor. Et depuis, le bon moment qu'on a pu passer avec effectivement cet élan de solidarité qu'on a pu vivre nous a donné envie de revenir chaque année. Et là, on passe un moment exceptionnel. Surtout qu'il malgré fait les un temps conditions magnifique, météo. donc quand il y a les conditions comme ça, le ski, c'est top. De nombreuses personnalités avaient aussi répondu à l'appel de l'association. Les chanteuses du trio LIJ, le comédien Gilles Alma, mais aussi Alain Bernard, champion olympique de natation, et les journalistes vedettes. Première participation à Glisse en Cœur, moi je découvre l'événement et je suis stupéfait de cet événement, de voir la mobilisation locale, les gens qui habitent ici, tous les bénévoles. Enfin, ça a l'air d'être d'une banalité de le dire, mais quand on voit cette énergie de l'intérieur, quand on voit le temps que les gens passent à organiser et à partager cet événement, c'est vraiment très très touchant. Il y a 150 équipes qui sont là avec 10 personnes à chaque fois, donc je vais payer mon écho à la piste et je vais essayer de faire le plus de tours possible pour mettre ma petite pierre à l'édifice. À 300 000 € dedans, ce serait un super pari de battre ce record avec des conditions comme ça. Peut-être un peu moins à l'aise que dans l'eau, mais je passe partout, donc ça va, ça me fait pas peur. Finalement, ce sont 302 625 € précisément qui ont été collectés au profit de l'association ELA. Une 10e édition marquée donc par un nouveau record de générosité. Voilà, fin de ce journal en musique préparé par Soumaya Benaïssa. Dans un instant, le débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Mais tout de suite, les unes de la PQR ce matin. Et évidemment, la nouvelle du jour, Bruno Le Roux poussé à la démission. C'est le titre de La Dépêche du midi. L'ouverture d'une enquête sur les CDD de ses filles au Parlement aura été fatale au ministre de l'Intérieur. Bruno Le Roux met fin à son CDD pour l'Indépendant, une humoristique inquiétée sur les CDD de ses filles mineures. Il démissionne. Pour Libération Champagne, Le Roux n'est pas Fillon. Et puis pour Ouest France, emploi de ses filles, Le Roux démissionne. Pour La République des Pyrénées, c'est Henri Emmanuelli qui est à la une. On va en parler dans un instant avec Jefferson Desport de Sud-Ouest, Emmanuelli de Losso au sommet du pouvoir. Et puis, en deuxième de une, Béarn, les meilleurs lycées pour réussir au baccalauréat. C'est également un titre sur l'éducation dans le Télégramme. Bac, le palmarès des lycées. Voilà. Taux de réussite au baccalauréat, différence avec le taux attendu par l'Académie. Taux d'accès à l'examen pour les élèves de première. Retrouvez les résultats des lycées professionnels généraux et technologiques de Bretagne sous forme de tableau. Vous savez, tout ça est aujourd'hui. Pour la Charente Libre, Charente cherche prof désespérément. Trouver un remplaçant pour un prof absent relève du parcours du combattant. Et c'est la description de ce qui se passe au collège Saint-Paul à Angoulême où on pratique le système D. Un appel à compétences a été lancé auprès des parents pour effectuer des remplacements. Pour l'Éclair, c'est le casque obligatoire pour les enfants à vélo. Vous le savez, la loi s'applique à partir de ce mercredi. Aujourd'hui, les jeunes de moins de 12 ans doivent désormais porter un casque pour rouler. Pour la Voie du Nord, rendez l'argent. C'est l'usine Dioxyde ferme. La région veut le remboursement
des aides versées. Et c'est à Calais, et c'est dans la Voie du Nord. Pour Nord-Éclair, le sort des endiviers dans les mains de l'Europe. Le 6 avril, la Cour européenne de justice doit se prononcer sur l'affaire du cartel de l'endive. Les producteurs sont accusés par l'autorité de la concurrence de s'être mis d'accord sur les prix. Pour l'Écho de Haute-Vienne, Limoges, mobilisation sous la pluie, urgent de réagir. À l'appel de la CGT, plusieurs centaines de personnes ont bravé le froid et la pluie pour défendre le tissu industriel et les services publics. Le syndicat veut mettre fin à 30 ans de déclin. C'est dans l'Écho de Haute-Vienne. Et puis la presse de la Manche, le boom de l'occasion, le marché de l'occasion prend de l'ampleur dans le département. Pour beaucoup de secteurs, il est maintenant possible de réparer votre voiture avec des pièces d'occasion et une association cherbourgeoise se charge même de réparer vos appareils domestiques en panne. Une entreprise du Sud-Manche est quant à elle leader dans le reconditionnement des smartphones. Et c'est la presse de la Manche. Voilà, sans transition, nous allons passer maintenant au débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale, balayer l'actualité ce matin avec Jefferson Desport de Sud-Ouest. Bonjour, merci d'être avec nous Jefferson. Bonjour, et avec Guillaume Doyen. Bonjour Guillaume. De la Gazette des communes. Jefferson Desport, on démarre avec vous. Henri Emmanuelli, la une de Sud-Ouest ce matin, c'est évidemment lui. Une vie à gauche, un monument s'éteint, écrive Sud-Ouest. Oui, Cyril, c'est la nouvelle qu'on a tous appris hier, l'annonce du décès d'Henri Emmanuelli. C'est une figure de la gauche française qui disparaît, pilier de l'aile gauche du Parti Socialiste. Il a été le premier secrétaire du Parti Socialiste, vous l'avez rappelé en début de journal ce matin. 2 fois secrétaire d'État, il a été aussi président de l'Assemblée nationale. Voilà pour le parcours national, mais c'est surtout une vraie figure des Landes qui s'est éteint. Et pour Sud-Ouest, c'est très important puisque nous sommes fortement implantés dans ce département des Landes. Il était président du Conseil général depuis 1982, élu député de 1978. C'était un fort caractère, un sacré tempérament. C'était un pudique aussi. Oui, alors hier, on a été quelques journalistes à échanger qui l'ont bien connu, j'en fais partie. Et ce qu'on se disait, c'est qu'aujourd'hui, on est quelques-uns à pouvoir dire on s'est fait engueuler par Emmanuelli, c'était parfois sévère, carabiné, mais avec le recul aujourd'hui on peut dire que ça avait une sacrée gueule, donc pudique oui, un caractère trempé, affirmé. Valait mieux avoir quelques arguments quand on le rencontrait, quand on préparait les interviews avec lui. Voilà, mais par contre, c'est vrai qu'il avait un vrai jardin secret. C'était pas un adepte des raccourcis faciles et des petites phrases. Il préférait toujours avoir du fond, prendre du temps. Donc voilà, c'était quelqu'un d'important pour le territoire, un redoutable politique, fin politique aussi. Guillaume Doyen, la Gazette des communes, c'est quelqu'un qui a marqué son département. Il a marqué son département. Jefferson l'a rappelé, il a... Avec 35 ou 40 ans de vie politique, il a accompagné tout le processus de décentralisation aussi. C'était également un très fin connaisseur de la vie politique locale et de toutes les arcanes du fonctionnement des institutions locales. Avec des soucis aussi, des interruptions de carrière. Hein. Oui, il y a eu l'affaire Urbain Graco, oui, qui a un peu plombé sa carrière, qui l'a empêché, vous l'avez rappelé aussi, de conquérir la région Aquitaine. Mais enfin, il restera quand même cette image, cette figure d'un homme souvent courroucé, comme ça, d'un redoutable débatteur, et qui a, au fond, qui disait quelque chose, véritablement, qui disait ce qu'il pensait, qui avait un fond, une réalité, de la chair, quoi, voilà. Il incarnait bien la gauche, je trouve. Oui, mais son franc-parler, d'ailleurs, lui a souvent sûrement coûté quelques postes ministériels beaucoup plus prestigieux que ce qu'il a eu, et c'est surtout quand même une figure de l'aile gauche du Parti Socialiste aujourd'hui. Benoît Hamon a réagi, il a dit j'ai perdu un frère. Oui, exactement, il y avait, alors on peut avoir l'image du père spirituel dans un sens, ou du fils spirituel dans l'autre. Moi, j'avais fait une interview d'Henri Emmanuelli l'été dernier. Il avait été particulièrement cruel et dur envers Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, qui se présentaient tous les deux en concurrence à la primaire de la gauche. Sur le revenu universel, il n'était pas très pour. Hein. Il a fini par se rallier à la position de Benoît Hamon. Il y a une vraie proximité entre les deux-là, et l'émotion de Benoît Hamon hier n'était absolument pas feinte. On a souvent vu Benoît Hamon dans les Landes, notamment autour du courant Un Monde d'Avance qu'ils avaient créé ensemble. Donc voilà, il y a l'héritage d'Emmanuelli est en partie incarné pour beaucoup par Benoît Hamon. Aujourd'hui, on l'a qualifié de bébé Emmanuelli d'ailleurs. Un point d'histoire, il était un habitué de l'Hatch, la bergerie de François Mitterrand, où il se rendait chaque été.
Tout à comme fait. élu, mais comme ami de François Mitterrand. Une des figures qui a marqué Henri Emmanuelli aujourd'hui, c'est vraiment, ça a été François Mitterrand tout au long de sa carrière politique. Il en parlait, vous disiez tout à l'heure qu'il était pudique, il en parlait avec beaucoup de pudeur, il ne délivrait les anecdotes qu'au compte-gouttes, on l'a souvent interrogé sur ce qu'il a vu à Latché. Ça a été un témoin privilégié de ces scènes où François Mitterrand recevait les grands de ce monde, notamment Gorbatchev. Voilà, il a assisté à beaucoup de choses, mais à chaque fois qu'on l'interrogeait là-dessus, il disait « je ne dirai rien, il y a beaucoup de choses que j'emporterai avec moi », et c'était sa pudeur, c'était celle-ci. Merci Jefferson Desport avec un édito d'Ivarté, l'homme au cœur à gauche dans Sud-Ouest aujourd'hui. Voilà. Oui, clairement. Guillaume Doyen, les présidentielles, les affaires, l'affaire Leroux, pour commencer, le ministre de l'Intérieur obligé de démissionner après l'ouverture d'une enquête sur l'emploi de ses 2 filles comme collaboratrices parlementaires. Une démission pour l'exemple. On n'imaginait pas d'autre issue dans cette affaire. C'est tellement colossal, si vous voulez, qu'une espèce de réplique de l'affaire Fillon, je dirais en moins violente, quoi. Un mini-séisme, mais du même style. 24 contrats, il faut rappeler. 24 contrats, une affaire très simple à comprendre. Encore une fois, il s'agit des filles. Là, avec Fillon, c'est la femme qui aurait bénéficié des largesses, du père, en l'occurrence. Effectivement, pour les Français, c'est incompréhensible, et pour la gauche, c'est intenable. Il fallait qu'il démissionne, sauf à chercher à provoquer un séisme permanent dans son camp. Avec des commentaires prudents dans le camp Fillon, et pour cause, est-ce que c'est une relation de cause à effet? Le parquet financier aurait délivré au juge un réquisitoire supplétif visant des faits d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux, contre les époux Fillon. Ce sont des questions liées à la société de François Fillon, 2F, de consulting en fait. Il serait intervenu pour organiser une réunion avec Vladimir Poutine. Oui, l'affaire Fillon continue, c'est pas une surprise, elle continue, c'est pourtant le candidat de la droite. Pour les parrainages, la campagne de parrainage est terminée, donc jusqu'à preuve du contraire, il reste le candidat de la droite, mis en examen, on le sait. Mais pour revenir sur ce que disait Guillaume Doyen, François Hollande ne pouvait pas faire autre chose que de demander la démission de Bruno Leroux. En faisant ça, il montre que le devoir d'exemplarité est une condition non négociable à gauche, et Benoît Hamon n'aurait pas pu... Ça n'arrange pas les affaires de François Fillon, de toute façon. Oui, parce qu'on montre qu'à gauche, on n'est pas dans la théorie du complot, dans l'acharnement. Le message de la démission de Bruno Leroux doit s'entendre à la lueur de l'affaire Fillon. C'est une vraie réponse à la droite qui, elle, a agité, vous le savez, le spectre du complot, les ficelles de l'acharnement. C'est pas du tout ce qu'a voulu montrer François Hollande en faisant ça. Et surtout, Benoît Hamon n'aurait pas pu continuer sa campagne avec un ministre pris dans cette tourmente-là. Ça ne l'arrangeait pas. Déjà qu'il a une concurrence sévère avec Jean-Luc Mélenchon, là, ça devenait très compliqué. Et je rejoins Guillaume Doyen. François Hollande n'avait pas le choix que de demander sa démission. En revanche, ça jette un certain voile sur l'affaire Le Pen, qui est les affaires du FN, qui, elle, continue et dont on parle beaucoup moins. Pendant qu'on est occupé par Fillon, pendant qu'on est occupé par Leroux, Marine Le Pen, elle, au fond, est assez peu inquiétée publiquement. Elle n'est pas rendue aux convocations du juge, 2 de ses proches ont des ennuis. Mais enfin, le FN, là, il est là. Oui, c'est les affaires, suite et pas fin. Voilà, c'est ça. Mais alors, pour l'instant, si vous voulez, tant que Fillon est embourbé dans cette énorme affaire, Marine Le Pen, elle, s'en sort relativement tranquillement, quoi, bien que les faits puissent être relativement graves. Voilà. Alors, dans la Gazette des communes, des consultants, c'est pas les mêmes, hein. C'est pas les mêmes. Il n'y a pas une relation de cause à effet, ni une transition. Non, quand même, il y en a une. Ce qu'on connaît bien dans le privé. La République des consultants, mais c'est dans les territoires aussi. Alors, on les connaît bien dans le privé, les consultants. Ils sont un peu partout maintenant. Ils sont aussi, ce qu'on sait moi, c'est qu'ils sont un peu partout dans le public. Et ça, c'est lié à l'hyper-complexification maintenant de l'action publique locale. Des lois de plus en plus compliquées pour les finances. C'est quoi? C'est guider les élus? C'est ça l'idée? C'est parfois leur expliquer, décrypter les textes des lois et trouver des solutions, si vous voulez. Il y a une succession de réformes des territoires, des lois portant sur les territoires, qui sont tellement compliquées qu'en interne, ils n'ont pas les ressources, au fond, pour appliquer ces textes-là. Alors, c'est du juridique. Ce sont des acteurs incontournables, vous dites, des politiques publiques maintenant. Oui, absolument. Et c'est un petit défaut, c'est que ça a tendance, si vous voulez, à unifier les politiques publiques locales. Ça a apporté des recettes qui sont un peu les mêmes sur tous les territoires. Jefferson Desport, dans votre département, il y en a aussi des consultants? Je ne suis pas un spécialiste de cette question-là, mais on sait que les politiques aiment s'entourer, notamment avoir des conseils. On parlait de la société, par exemple, de François Fillon, 2F Conseil, mais il y a aussi les spin doctors autour des candidats à la présidentielle. En communication. Exactement. Et parfois avec succès, et parfois ça ne marche pas du tout. Donc, merci. Voilà. Jefferson Desport de Sud-Ouest, Guillaume Doyen de La Dépêche, de la Gazette des communes et la lettre des maires. Merci à vous. On passe au Zap Élysée tout de suite avec la météo d'abord et le Zap après. La météo vous est présentée par Terroléo Pro.
avec le concours de l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, on passe aux Zap Élysée, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. Bernard Cazeneuve est extrêmement subtil et il a stigmatisé tous ceux qui manquaient à leur parole. Et je crois qu'il ne visait pas seulement Manuel Valls. J'ai décidé d'apporter mon soutien à la démarche, au projet et donc à la candidature d'Emmanuel Macron. Il demande au ministre de ne pas rallier Emmanuel Macron. Oui. C'est son souhait. Oui. Il est le premier membre du gouvernement à officiellement se rallier à lui. Ralliement aussi à Emmanuel Macron d'un des plus proches conseillers de François Hollande, vous le voyez, Bernard Poignant. J'ai eu l'occasion évidemment d'en parler avec Bernard Cazeneuve. Je n'ai évidemment pas à vous dire quels ont été ses propos, mais en tout cas il était parfaitement au courant de cette démarche. Bruno Le Roux au cœur d'une nouvelle polémique. Entre 2009 et 2016, alors qu'il était député de la Seine-Saint-Denis, il aurait employé ses deux filles comme collaboratrices parlementaires quand elles avaient entre 15 et 16 ans. Leur salaire total, 55 000 €. Si le travail n'a pas été effectué, vous avez raison, c'est un complément de salaire. Et là, c'est un vrai problème, et moral, et politique, et éthique, et tout ce que vous voulez. Si les gens ont travaillé, franchement... J'ai mes filles qui ont travaillé avec moi sur des étés, notamment ou des périodes de vacances scolaires, mais jamais en permanence. Et je vois pas comment on peut faire travailler des enfants mineurs. Donc François Hollande doit se séparer de lui. À mon avis, oui. On est en pleine affaire Fillon. On parle du travail des enfants. Mais non, mais justement, expliquez-nous comment à 16 ans on peut être collaborateur. Moi, j'ai commencé à travailler en usine, j'avais 15 ans et demi. Là, on parle de collaborateurs par... Encore une. C'est vrai que chaque matin, on allume notre radio, on ouvre les journaux et il y a des nouvelles de cette nature qui je crois, blessent beaucoup la démocratie. Est-ce que là, vous demandiez par exemple que le parquet national financier soit saisi avec la même rapidité? Moi, je ne demande rien. Simplement, on va observer. Monsieur Leroux, on le sait depuis hier, j'ai pas entendu le parquet national financier se saisir de l'affaire dans la journée. Je constate qu'il y a tout de même en la matière demi-mesure. Est-ce qu'il y a une suspicion, encore une fois, d'enrichissement personnel ou familial? Je n'en sais rien, il s'expliquera, il sera peut-être amené à démissionner ou à être démissionné si l'affaire est avérée. Lorsqu'on est attaché à l'autorité de l'État, on est impeccable face aux institutions et aux règles qui les régissent, sans quoi l'autorité de l'État est abaissée. Je crois que la décision la plus prudente, la plus sérieuse serait effectivement qu'ils choisissent de le faire. J'ai adressé au président de la République ma démission. Celle-ci me permet, sans autre considération que ce que je suis en tant qu'homme et en tant que père de famille, d'affirmer clairement mon honnêteté, mon attachement à la vérité et à une République dont j'ai toujours essayé de défendre les valeurs, ce que je continuerai bien entendu à faire. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique ce matin de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, c'est Nicolas B. Bonjour Nicolas B, vous êtes secrétaire général du Front National et député européen. Merci d'être avec nous. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Christophe Bordet, le rédacteur en chef de Sud Radio. Bonjour Christophe. Et Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour Mickaël, merci d'être avec nous. Eh bien, Nicolas B, les présidentielles, les affaires continuent. L'affaire Leroux, le ministre de l'Intérieur est obligé de démissionner après l'ouverture d'une enquête sur l'emploi de ses deux filles comme collaboratrices parlementaires. Est-ce que c'est une démission assez rapide pour vous? Est-ce que, au fond, il a pris ses responsabilités comme il le fallait?
Oui, la démission est rapide, ça c'est certain, il n'y a pas de doute. On voit quand même que cette République irréprochable qui nous était vendue par François Hollande, elle a commencé avec l'affaire Cahuzac, elle a continué avec l'affaire Thévenoud, elle se termine avec l'affaire... Elle a fonctionné, Nicolas Bay. Une affaire, peut-être qui tombe. Oui, d'accord, mais enfin, je suis pas sûr qu'elle ait fonctionné au sens où je suis pas sûr que les pratiques politiques aient été modifiées, notamment celles qui sont les plus contestables. Moi, ce que je vois maintenant, c'est la question qui se pose, c'est est-ce que la justice va traiter le cas Leroux avec la même rapidité, la même efficacité que d'autres affaires, notamment l'affaire Fillon. Est-ce qu'il va y avoir dans les jours qui viennent des convocations, des auditions, des perquisitions? Ouverture d'une enquête déjà. Oui, d'accord, mais on verra. Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Je dirais, il faut que la justice travaille sereinement. Nous, ce que nous avons contesté, y compris dans le cas de François Fillon, quels que soient les faits et la gravité des faits qui lui sont reprochés, c'est qu'on avait le sentiment que la justice était totalement instrumentalisée, qu'elle a agi dans la précipitation la plus totale au lieu d'agir dans la sérénité. Bon, on va voir comment se comporte François Fillon parle de justice judiciaire TGV pendant le débat lundi soir, vous êtes d'accord avec lui? Oui, mais c'est évident. Encore une fois, les faits... À votre rencontre également. Les faits reprochés à François Fillon sont graves, c'est normal que la justice enquête. En revanche, ce qui est tout à fait anormal, ce sont les délais habituels qui n'ont pas du tout été respectés. Et dans le cas d'ailleurs des accusations dont nous sommes l'objet, c'est la même chose, c'est-à-dire que la justice n'a pas pris le temps normal. Il y a eu un ralentissement du calendrier, puisque c'est une affaire qui date d'il y a 2 ans, pour que des éléments de procédure, donc là, ça prouve selon vous, Nicolas Bay, que la justice n'est pas indépendante. Oui, exactement. Alors que le gouvernement n'arrête pas de dire que aujourd'hui elle l'est. Aujourd'hui, il y a une adaptation, on voit bien, du calendrier de l'institution judiciaire au calendrier de la campagne électorale. Ça, c'est très grave parce que ça porte atteinte à l'image de la justice et au principe de séparation des pouvoirs. Quand on a 22%, il n'empêche, Nicolas Bay... je termine juste un point. Quand on a 22% des magistrats qui votent pour le syndicat de la magistrature, qui est une organisation ouvertement d'extrême gauche aux élections professionnelles, évidemment que ça met sérieusement à mal l'indépendance de la justice. Mais il n'empêche quand même, Nicolas Bay, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui intéresse les Français, c'est d'avoir des politiques qui soient finalement exemplaire. C'est ça la vérité. Et Marine Le Pen, qui ne se rend pas à la convocation d'un juge dans cette fameuse affaire des emplois fictifs des attachés parlementaires européens, on se dit, ça renvoie à une image pour une femme qui veut être présidente de la République qui n'est quand même pas excellente. Non, en fait, Marine Le Pen, elle respecte justement le principe de séparation des pouvoirs. Et quand on a une percussion manifeste du calendrier judiciaire sur le calendrier politique, et que ça va aboutir... Mais est-ce qu'elle ne doit pas donner l'exemple ? Et que ça va aboutir à priver les Français d'un débat fondamental que celui de l'élection présidentielle, Marine Le Pen, elle a raison de dire, parce que ça parasite totalement la campagne. C'est une évidence. Si elle était mise en examen, par exemple, ça non, mais c'est même pas ça. C'est le simple fait qu'elle soit convoquée, qu'elle s'explique sur des faits où elle s'est déjà expliqué largement dans les médias depuis 2 ans d'ailleurs, et où d'ailleurs les accusations du Parlement européen à notre égard sont totalement infondées. Mais Marine Le Pen, elle a dit très clairement, je répondrai à toutes les questions, mais après la campagne électorale, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on se plie comme ça aux exigences de juges qui manifestement sont instrumentalisées par le pouvoir socialiste. Vous vous rendez compte quand même que le Français moyen qui lui se retrouve devant le juge parce qu'il a fait un petit excès de vitesse, etc., lui il est obligé d'y aller, lui. Je crois surtout que les Français sont très lucides aussi sur le fait qu'aujourd'hui on a une justice qui est instrumentalisée, une justice qui peut être utilisée politiquement aujourd'hui par le pouvoir socialiste contre les candidats qui sont pas ceux du Parti socialiste. Et puis je rappelle quand même que Marine Le Pen, elle est parlementaire, elle a une immunité parlementaire, que l'immunité c'est pas un privilège. L'immunité parlementaire, elle a été faite justement pour éviter que les parlementaires, c'est-à-dire que les parlementaires, c'est-à-dire les législateurs, ne soient pas sous la pression des autres pouvoirs, c'est-à-dire l'exécutif ou le judiciaire. Donc il faut respecter ça aussi. Ça c'est la loi aussi. Donc l'une des priorités des Français, ça va être peut-être cette moralisation de la vie politique. Et si on changeait aussi les formules par rapport aux députés, vous savez, qui reçoivent cette enveloppe d'argent, donc il n'y a pas vraiment de loi autour de cette enveloppe. Déjà, est-ce qu'il faut l'interdire ? Deuxièmement, est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter le salaire des parlementaires, comme le propose par exemple Julien Drey, 9 000 € net par mois ? Oui, il y a un débat assez général qui peut avoir lieu sur toutes ces questions-là, qui sont des questions techniques mais qui sont importantes, et tout ce qui peut contribuer à moraliser la vie politique va évidemment dans le bon sens. Dans oui, sur l'augmentation des salaires.
transparence très bien, sans tomber évidemment dans les dérives, l'espèce de voyeurisme qui consiste à tout contrôler, y compris la vie privée des parlementaires. Mais je crois qu'en effet, il faut renforcer d'une manière générale les contrôles. Et d'ailleurs, il faut aller plus loin. Il y a un vrai problème démocratique dans notre pays. Il faut aussi mettre fin à tous les conflits d'intérêts et se prémunir contre ces conflits d'intérêts. On voit bien qu'ils sont aussi au cœur de la campagne. On voit bien qu'il y a des soupçons qui portent notamment sur Emmanuel Macron en matière de conflits d'intérêts. Et puis, il faut faire en sorte qu'on ait une vraie démocratie vivace, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire consulter les Français par référendum sur les grandes orientations, c'est ce que propose Marine Le Pen. Permettre aussi aux Français de se saisir d'un débat et dans le cadre d'un référendum d'initiative populaire, quand on a 500 000 citoyens... Pour revenir aux affaires, réquisitoire supplétif à l'encontre de François Fillon dans l'affaire du Penelope Gate. En fait, les pièces produites pour justifier l'emploi de sa femme pourraient être fausses, c'est ce que rapporte le Canard enchaîné. Très honnêtement, Fillon à l'Élysée pendant que l'enquête se poursuivrait sur sa femme. Est-ce qu'une seconde pour vous, une seconde, c'est envisageable aujourd'hui ? Ça me paraît difficile d'abord que François Fillon soit élu, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une défiance à son égard qui est liée peut-être à ses affaires, mais qui est liée au-delà de ses affaires, au fait qu'il a un projet qui n'est pas rassembleur, qu'il a aussi un bilan, quand il était à Matignon, qui est assez désastreux. Et finalement, aujourd'hui, la candidature de François Fillon, elle apparaît un peu en perdition. Elle apparaît en tout cas très... Elle est en perdition. C'est une candidature en perdition. En tout cas, il est, à mon avis, assez lourdement discrédité dans l'opinion publique. On voit aussi d'ailleurs que les primaires ont donné une image un peu erronée. On a eu le sentiment qu'il rassemblait très largement dans le cadre de la primaire. C'était le cas aussi à gauche, alors qu'en fait c'était tout le contraire. Les candidats. Est-ce que c'est choquant ? Est-ce que c'est choquant par défaut, et ils n'ont jamais réussi à sortir de la logique de la primaire, qui est une logique de nombrilisme sur leur famille politique. Est-ce que c'est choquant pour vous quand le Canard enchaîné, encore lui, accuse François Fillon d'avoir joué les entremetteurs entre le patron de Total, un industriel libanais et Vladimir Poutine en 2015 pour une somme de 50 000 €. En fait, on voit bien derrière tout ça, c'est les conflits d'intérêts que j'évoquais, c'est-à-dire des intérêts privés qui priment sur l'intérêt général. Quand on est engagé en politique, eh bien, on doit servir le peuple, on doit servir l'intérêt général. De façon évidente, il y a des candidats dans cette campagne qui sont soupçonnés de servir des intérêts privés. Les accointances avec la Russie, vous connaissez ça ? Non, mais ça n'a rien à voir. Nous disons simplement qu'il ne faut pas que la Russie soit mise au banc des nations. Mais là, en l'occurrence, il s'agit de faits qui sont, ou en tout cas de présomption de faits graves. Quand, par exemple, François Fillon a comme client AXA de sa société de conseil, et qu'ensuite, dans son programme politique, il défend l'idée de dislocation de la protection sociale au bénéfice des assurances privées, dont AXA serait l'un des principaux bénéficiaires, on voit bien là qu'il y a des conflits d'intérêts. Et on voit bien qu'il y a des candidats qui servent des intérêts, en l'occurrence des intérêts privés. Et donc, il faut évidemment éviter ça, mais je crois que là aussi, les Français sont lucides. Les Français voient les faits. Après, il faut que la justice travaille, surtout les dernières révélations, il faut que la justice fasse son travail dans la sérénité. Nicolas B, justement, un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, 26% des Français interrogés souhaitent le report de la présidentielle, estimant qu'il n'y a pas de vrai débat à cause des affaires. Est-ce que vous seriez favorable à ce report, vous, Non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut respecter les institutions et faire en sorte qu'il y ait une distinction très claire entre le travail de la justice, le pouvoir judiciaire d'un côté, et la vie démocratique et électorale de l'autre. Donc la justice travaille dans tous les domaines, concernant tous les candidats, mais qu'elle le fasse dans la sérénité et qu'elle ne vienne pas en permanence parasiter par des opérations de spectacle médiatique. Si ça continue, la campagne électorale. Et si ça continue, c'est ce que vous dites. Non, mais que les Français aient légitimement des inquiétudes sur ces affaires, c'est parfaitement légitime. Mais encore une fois, il n'y a aucune raison que la justice fasse du spectacle médiatique pour essayer de donner la visibilité à son action. L'un des proches de Marine Le Pen, ancien dirigeant du GUN, groupuscule d'extrême droite, qui serait, selon le Canard enchaîné, payé comme coordinateur technique de la campagne de Marine Le Pen. Il n'y a rien de choquant. Mais il n'y a rien de choquant. Il y a rien de choquant. Il est sous contrôle judiciaire, ça ne lui permet pas de le faire, mais il y est. Mais bien sûr que non, c'est totalement faux. La société dont il est le gérant, dans le cadre du contrôle judiciaire, donc temporairement ne peut pas travailler pour les campagnes électorales du Front National, mais Frédéric Chatillon, personne physique, il a parfaitement le droit. On est parfaitement... D'ailleurs, jamais rien n'a été caché dans ce domaine. Il fait partie des personnes qui travaillent avec nous. C'est un technicien, c'est un professionnel de qualité. Et nous assumons totalement
le système du financement de nos campagnes électorales. Nous avons toujours dit que c'était parfaitement légal et jusqu'à présent, personne n'a été capable de démontrer la moindre infraction au code électoral. Et son passé un peu hardcore, ça ne vous gêne pas? Ça n'empêche pas le... Et alors, il y a les anciens du GUD gentils et les anciens du GUD méchants. Non, mais je vous réponds là-dessus. Gérard Longuet, Patrick Devedjian, Alain Madelin, ils ont tous été dans les mêmes groupuscules un peu turbulents, c'est vrai. Voilà. Est-ce que ça les a empêchés d'être invités dans les matinales, d'être ministres, d'avoir des fonctions politiques? Non. Donc, en l'occurrence, Frédéric Chatillon, d'abord, Frédéric Chatillon, je vous le rappelle, il n'a pas un rôle politique, il a un rôle technique. Et ensuite, on ne voit pas pourquoi, aujourd'hui, à 45 ou 50 ans, on lui reprocherait une jeunesse turbulente quand il en avait 20. Nicolas, on va changer de sujet. L'Association des maires de France reçoit les candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui. Ils souhaitent, si vous voulez, la fin de la suspension des dotations aux collectivités locales. Si Marine Le Pen est élue présidente, l'argent va couler à flot dans les collectivités? Non, mais on va faire en sorte surtout que l'argent soit bien utilisé au service, là encore, de l'intérêt général. Et pour ce faire, il faut supprimer plusieurs strates de l'organisation territoriale de la France. Aujourd'hui, on a l'Union européenne, l'État, les conseils régionaux, les départements, les communautés de communes et les communes. Il y a trop de strates, il y a trop de couches dans le millefeuille. Donc il faut supprimer les conseils régionaux, ça n'empêche pas de maintenir les régions qui peuvent coordonner l'action des départements. Il faut supprimer les communautés de communes et il faut avoir une Union européenne qui est totalement réorganisée, une Europe respectueuse des nations et de la spécificité de chacune d'entre elles. Si on fait ça, si on allège le dispositif, si ça donnera plus de clarté, ça donnera plus de proximité aussi et ça réduira les coûts. Le gain immédiat, la suppression des conseils régionaux et des communautés de communes, ça générerait environ 10 milliards d'euros de recettes supplémentaires, d'économies. Et évidemment, ça pourrait être réinjecté au bénéfice des communes dont les dotations étaient gelées et qui aujourd'hui, non seulement sont privées par les communautés de communes ou par les métropoles de l'essentiel de leurs prérogatives, notamment les prérogatives d'urbanisme, qui est une des compétences fondamentales des communes, mais de surcroît, beaucoup de communes ne peuvent plus assurer l'essentiel, c'est-à-dire les investissements d'équipements qui sont absolument Nicolas B, Emmanuel Macron promet par exemple quelque chose de très concret, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers qui la paient aujourd'hui. Est-ce que vous, cette taxe d'habitation, vous la maintenez si vous arrivez au pouvoir, vous souhaitez qu'elle soit maintenue, ou bien est-ce que vous faites un geste pour les Français? Nous avons un dispositif fiscal qui est extrêmement complet, d'allègement global de la fiscalité, aussi bien sur les entreprises d'ailleurs que sur les particuliers, avec notamment sur l'impôt sur le revenu une diminution importante des premières tranches de l'impôt sur le revenu, ce qui correspondrait à un allègement de la fiscalité pour les classes populaires et pour les classes moyennes. Nous entendons faire en sorte aussi qu'un certain nombre d'impôts dont la taxe d'habitation soient les plus justes possibles, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Donc vous la maintenez? Mais oui, mais si on diminue fortement l'impôt sur le revenu, les Français évidemment vont retrouver un pouvoir d'achat. Marine Le Pen prévoit également une prime de pouvoir d'achat pour les salaires et les retraites inférieures à 1 500 € qui serait financée par une taxe sur les importations, c'est le protectionnisme intelligent dont on parle souvent. Non, une taxe sur les importations, ça ne frapperait pas nos compatriotes. Mais moi, ce que je vois, c'est que si, ça va les frapper quand même. Non, ça va quand même les ça frapper. frapperait les entreprises et les pays qui importent en France. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que on est en pleine campagne électorale. Donc Emmanuel Macron, comme François Fillon, nous explique qu'ils vont baisser les impôts. Même si François Fillon, en l'occurrence, propose l'augmentation de certains impôts. Mais enfin, ces gens-là ont été au pouvoir. Emmanuel Macron, 3 ans à l'Élysée, secrétaire général adjoint, 2 ans à Bercy. Il a augmenté les impôts de 30 milliards d'euros. Et quant à François Fillon, il les a augmentés de près de 50 milliards d'euros pendant 5 ans à Matignon. Est-ce qu'ils ont vraiment une légitimité aujourd'hui quand ils expliquent aux Français qu'ils vont baisser les impôts? Je ne le crois pas. Nicolas B, secrétaire général du Front National, est notre invité. Juste, l'équipe de campagne de Marine Le Pen a été tournée sur la presqu'île de Quiberon. La société de production n'a jamais demandé d'autorisation. Ça fait un peu de tâche pour une candidate qui se dit proche des territoires, non? Écoutez, les paysages de France, ils appartiennent à tous les Français. Voilà, je pense que c'est donc vraiment... Donc il ne fallait pas demander d'autorisation à la presqu'île. Écoutez, je ne sais pas exactement techniquement les relations avec l'administration qui ont eu lieu, mais enfin, j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas mort d'homme. Nicolas B, Marine Le Pen, au Tchad, elle a rencontré le président Idriss Déby pour évoquer le fondamentalisme islamique. Aujourd'hui, elle s'adresse aux troupes françaises. Elle se croit déjà présidente, Marine Le Pen? Non, mais elle peut l'être dans un peu plus d'un mois, et donc c'est normal qu'elle soit aux côtés de nos soldats engagés dans la force Barkhane à N'Djamena, et elle profite évidemment de ses déplacements aussi pour rencontrer le président tchadien Idriss Déby, qui d'ailleurs a toujours été en première ligne dans le combat contre l'islamisme radical dans cette période, dans ce secteur, au Sahara, au Sahel. On retirera nos troupes
en Afrique, si jamais elle est élue? Non, on peut avoir une action là-bas, et cette action, elle doit être aussi concertée avec les chefs d'État qui, eux, sont engagés dans ce combat contre l'islamisme radical. Je rappelle que Idriss Déby avait été sur une position très proche de la nôtre sur la question de la Libye, en particulier quand François Fillon et Nicolas Sarkozy ont décidé cette folle intervention en Libye qui a consisté au final à mettre les islamistes au pouvoir, qui aujourd'hui appliquent la charia. Eh bien, nous étions avec le président Déby parfaitement en face sur la nécessité de ne pas s'engager dans cette aventure. Merci Nicolas B, secrétaire général du Front National, député européen, d'avoir été l'invité de cette matinale d'info. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Voilà, j'accueille Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin. Bonjour Denis. Bonjour Yves, et j'accueille Yves Tréhard. Bonjour Cyril, bonjour Denis, bonjour Yves à tous. Tréhard, le Je suis un peu directeur. bas sur votre plateau. Oui, on va vous monter ça, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. On démarre avec évidemment cette nouvelle affaire. Leroux, le ministre de l'Intérieur, Bruno Leroux, obligé de démissionner après l'ouverture d'une enquête sur l'emploi de ses 2 filles comme collaboratrices parlementaires. Une démission très rapide, Denis Jambard, pour l'exemple. Bah oui, mais de toute façon, je crois que le président de la République n'avait pas d'autre solution que de dégager, comme on dit dans mon midi, le ratamiaou, c'est-à-dire personnage qui est suspect, puisqu'il y a cette fameuse phrase de la République exemplaire qui ça n'a pas été de ce point de vue, je dis pas du point de vue du chef de l'État lui-même, mais de ses proches, dont il est responsable, ça n'a pas été une République exemplaire. Et donc, il n'avait pas l'autre choix que de le sanctionner immédiatement et de laisser perdurer cette situation avec toutes les questions qu'elle soulevait. Il ne faut pas oublier que c'était l'homme à la fois en charge naturellement de la sécurité des Français, mais aussi des élections. Et donc, ce n'était pas possible de continuer comme ça. Une République irréprochable qu'a pointé bien sûr Nicolas B. Exemplaire et irréprochable qu'a pointé Nicolas B. Oui, non, mais bien sûr, mais bon, vous savez, je crois qu'on change d'époque. Ce qui est assez nouveau, là, je trouve, dans l'affaire Bruno Leroux, c'est la rapidité avec laquelle il a démissionné. On lui a demandé de démissionner. Souvenez-vous, Thévenoud, il a démissionné très très vite. Aquilino Morel, ça a été très rapide aussi. Donc, je dirais que là où avant, eh bien, il y avait des... ça durait... Mais on oublie la présomption d'innocence, alors. On oublie la présomption d'innocence. Totalement. Complètement. Elle est complètement... bah oui, parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le tribunal médiatique est peut-être plus fort. La sentence est immédiate et on n'attend plus qu'il y a la justice et on parle de tribunal médiatique, mais les médias sont alimentés, bien sûr, par des sources, et on peut imaginer que ce sont des sources judiciaires, puisque... alors là, en l'occurrence, c'est pas le cas, parce qu'il n'y avait pas d'ouverture, mais... Le ménage était fait très vite aujourd'hui. Ça me permet de rebondir sur l'affaire Fillon, on voit bien. Mais ça pose d'ailleurs, à mon avis, une question, c'est celle du secret de l'instruction. Aujourd'hui, il n'y a plus de secret de l'instruction, et donc je pense que dans le nouveau mandat présidentiel, dans la mesure où il y aura assez de sérénité pour faire des réformes, ce qui est une question encore ouverte, eh bien, il faudrait poser aussi cette question de la levée du secret de l'instruction. De la levée du secret de l'instruction, parce que ça se retourne même contre la personne mise en examen aujourd'hui, puisque ces fuites font qu'on est dans un climat de suspicion permanent. Moi, je ne sais pas, c'est pas le conseil que je leur donne, mais les avocats de François Fillon devraient mettre tout le dossier sur la table aujourd'hui. Au moins, ça arrêterait ce feuilleton permanent. Ça permettrait peut-être de soulever d'autres questions. Mais vous voyez, on est dans une situation... je trouve, de transition entre ce secret de l'instruction et le besoin de transparence qui s'exprime à la fois parmi les médias, mais qui est aussi sans doute une demande de la société actuelle. Et le parquet financier Yves Tréhard aurait délivré au juge un réquisitoire supplétif visant des faits d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux. Ça, c'est pour François Fillon. Pour François Fillon, bien sûr. Des questions sur sa société 2F, c'est une société de conseil. Il sera intervenu pour organiser une réunion avec Vladimir Poutine. Alors, c'est une nouvelle affaire Fillon, ça ou pas ?
Écoutez, je crois que l'affaire Fillon, elle est globale, quoi. C'est le cas Fillon. Comme on dit. C'est le cas Fillon. On va pas. Ce qui est extraordinaire, c'est que on voit mal comment aujourd'hui il peut encore, gagner la présidentielle, parce que quand même. Et s'il l'a gagné, il aurait aussi des problèmes. Non, parce que alors, s'il a gagné, il aurait une immunité présidentielle. Donc, oui, judiciairement, mais vis-à-vis des Français, ce serait compliqué. Non, parce que oui, ça serait difficile parce qu'il perdrait en autorité pour conduire ses réformes. Rappelez-vous, Jacques Chirac avait comme ça. Une autre époque. C'était une autre époque. Mais une autre époque, mais il a été condamné à 2 ans avec sursis à la sortie du mandat. Ce qu'il aurait, c'est sûr, contrairement à d'autres. Ce qui est extraordinaire, c'est que s'il gagne, lui, il peut prétendre avoir une majorité. C'est ça qui est extraordinaire, alors que les autres vont avoir au mois de juin à l'Assemblée nationale des difficultés à la constituer, leur majorité, parce qu'on voit mal une majorité solide du Front National, et on voit mal une majorité solide aussi du mouvement de Macron. Si on raisonne comme on raisonnait autrefois, parce que les choses sont en fait d'accélération. Tout peut changer. Tout aujourd'hui, tous les scénarios sont possibles. Mais c'est vrai que chaque jour qui passe rend de plus en plus compliqué la situation de François Fillon, parce que c'est un feuilleton, toutes les semaines, on a quelque chose qui conforte au fond l'image catastrophique de François Fillon. Comment vous expliquez que Marine Le Pen, elle-même qui est quand même dans un certain nombre d'affaires judiciaires, ne soit pas touchée par ça? Non, mais là, il y a quand même, elle a fait quelque chose, Marine Le Pen. Elle a refusé d'aller à sa convocation judiciaire. Elle a le droit de le faire. Oui, absolument. À partir du moment où elle a refusé d'aller à sa convocation judiciaire, l'enquête sur ses emplois fictifs présumés, s'arrête. Il n'y a plus possibilité si vous voulez, de faire progresser le dossier. Mais politiquement, est-ce que c'est pas un problème, justement? C'est politiquement un problème. C'est un problème majeur. Et il faudrait aussi, sans doute, se dire, on ne peut pas dire qu'on occulte les affaires qui entourent le Front National. Il y a eu des reportages à la télévision. Oui, mais Nicolas Bédis, elles ne sont pas de même nature. Là, ce matin, il l'a encore dit. Exactement. Mais lui dit, elles ne sont pas de même nature. S'ils sont confirmés, tout ça est répréhensible de la même sorte. C'est l'argent public. C'est de l'argent public. Sur le fond, c'est de la même nature. Donc vous voulez dire, l'argumentaire du Front National n'est pas valable? Non, absolument pas, qu'il n'est pas valable. C'est une question d'argent public. C'est des gens qui sont rémunérés pour une tâche et qui sont employés. Le Front National est une question d'emploi comme un autre de ce point de vue, c'est-à-dire que il a aussi des zones d'ombre et des zones grises, et on ne peut pas dire que le Front National, en plus le Front National fonctionne en cercle hyper fermé, donc on peut évidemment penser que tout n'est pas totalement clair. L'avantage qu'a un homme dans cette élection présidentielle, et d'ailleurs il le fait valoir à juste titre, c'est nouveau, c'est qu'Emmanuel Macron, lui, il est dans un parti qui est complètement nouveau, qui n'a pas... devrait quand même d'ailleurs peut-être maintenant passer au tamis tous les ralliements pour être bien sûr que les gens qui le rejoignent ne viennent pas se mettre à l'abri. Vous voulez dire être nouveau venu en politique fait que aujourd'hui vous charriez moins de problèmes. Dans le climat actuel, en dehors de sa propre histoire politique, en effet, qu'on rappelle, c'est pas un homme qui est d'une virginité absolue. Il était dans l'équipe qui conseillait François Hollande avant l'élection présidentielle. Il a été à son cabinet. Il a été ministre jusqu'au mois d'août dernier. Son habileté est d'être sorti à temps pour se décharger du fardeau de ce bilan. Mais c'est vrai qu'il a aussi des comptes à rendre sur cette politique-là. En revanche, en se lançant tout seul, il a compris, à mon avis, qu'il se passait quelque chose dans la société française et qu'il avait la nécessité de renouveler l'offre politique. Yves Tréhard. Oui, c'est sûr qu'il a cette virginité qui est un atout, il en joue, il en surjoue, avec un parti qui n'est pas un parti d'ailleurs, qui est une espèce de rassemblement d'auberge espagnole. Maintenant, tout le problème d'Emmanuel Macron, ça va de pouvoir constituer une majorité autour de lui, qui soit une majorité solide et qui ne soit pas tiraillée entre on verra d'ailleurs si la Ve République fonctionne, parce qu'il y a toujours cohérence après l'élection de la majorité. Ça ressemble plus à la 4e République. Merci Yves Tréhard, merci Denis Jambard. On passe au zapping, premier zapping politique des matinales d'info. On le regarde ensemble. Bernard Cazeneuve est extrêmement subtil et il a stigmatisé tous ceux qui manquaient à leur parole. Et je crois qu'il ne visait pas seulement
Manuel Valls. J'ai décidé d'apporter mon soutien à la démarche, au projet et donc à la candidature d'Emmanuel Macron. Il demande au ministre de ne pas rallier Emmanuel Macron. Oui. C'est son souhait. Oui. Elle est le premier membre du gouvernement à officiellement se rallier à lui. Ralliement aussi à Emmanuel Macron d'un des plus proches conseillers de François Hollande, vous le voyez, Bernard Poignant. J'ai eu l'occasion évidemment d'en parler avec Bernard Cazeneuve. Je n'ai évidemment pas à vous dire quels ont été ses propos, mais en tout cas il était parfaitement au courant de cette démarche. Bruno Le Roux, au cœur d'une nouvelle polémique. Entre 2009 et 2016, alors qu'il était député de la Seine-Saint-Denis, il aurait employé ses 2 filles comme collaboratrices parlementaires quand elles avaient entre 15 et 16 ans. Leur salaire total, 55 000 €. Si le travail n'a pas été effectué, vous avez raison, c'est un complément de salaire. Et là, c'est un vrai problème, et moral, et politique, et éthique, et tout ce que vous voulez. Si les gens ont travaillé, franchement... J'ai mes filles qui ont travaillé avec moi sur des étés, notamment, ou des périodes de vacances scolaires, mais jamais en permanence. Et je vois pas comment on peut faire travailler des enfants mineurs. Donc il doit, François Hollande doit se séparer de lui. À mon avis, oui. On est en pleine affaire Fillon. On parle du travail des enfants. Non, mais justement, expliquez-nous comment à 16 ans on peut être collaborateur. Moi j'ai commencé à travailler en usine, j'avais 15 ans et demi. Là on parle de collaborateurs par... Encore une. C'est vrai que chaque matin, on allume notre radio, on ouvre les journaux et il y a des nouvelles de cette nature qui je crois, blessent beaucoup la démocratie. Est-ce que là, vous demandiez par exemple que le parquet national financier soit saisi avec la même rapidité? Moi, je demande rien. Simplement, on va observer. Monsieur Le Roux, on le sait depuis hier, j'ai pas entendu le parquet national financier se saisir de l'affaire dans la journée. Je constate qu'il y a tout de même en la matière demi-mesure. Est-ce qu'il y a une suspicion, encore une fois, d'enrichissement personnel ou familial? Je n'en sais rien, il s'expliquera, il sera peut-être amené à démissionner ou à être démissionné si l'affaire est avérée. Lorsqu'on est attaché à l'autorité de l'État, on est impeccable face aux institutions et aux règles qui les régissent, sans quoi l'autorité de l'État est abaissée. Je crois que la décision la plus prudente, la plus sérieuse serait effectivement qu'ils choisissent de le faire. J'ai adressé au président de la République ma démission. Celle-ci me permet, sans autre considération que ce que je suis en tant qu'homme et en tant que père de famille, d'affirmer clairement mon honnêteté, mon attachement à la vérité et à une République dont j'ai toujours essayé de défendre les valeurs, ce que je continuerai bien entendu à faire. Voilà, fin de Territoire d'Info. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale télé et radio. À demain.